Hello, j'espère que tout le monde va bien. J'avais envie aujourd'hui de parler de manière un petit peu informelle avec vous d'un sujet qui revient depuis pas mal de temps dans vos questions. Donc on va parler de ça et je vais en profiter pour faire mon make-up en même temps, hein, parce qu'on est sur une journée speed où j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, d'autant plus que, et je vais vous le dire ici parce que ça peut vous servir, je viens de découvrir une arnaque sur Instagram dont le principe est de faire, enfin c'est vraiment une publicité, donc c'est sponsorisé par Instagram. Le principe est de mettre une photo comme si c'était une petite marque et de dire voilà, on doit fermer boutique et donc on fait des soldes jusqu'à moins 75%, n'hésitez pas, ça nous aide pour la liquidation des stocks, etc. Et en fait, ce matin j'ai mené ma petite enquête. Et c'est une véritable arnaque, c'est-à-dire le truc ne mène à rien, la société est hongkongaise, c'est du dropshipping, enfin il n'y a pas du tout, enfin voilà, cette histoire d'arnaque et de petite entreprise qui a fermé, ouin, c'est faux. Donc en plus de ça, en plus de ma journée à rallonge, il faut absolument que je vous parle de ça sur Instagram, parce que c'est l'endroit où, voilà, où le piège est, enfin où il y a le piège. Donc il faut que je trouve du temps pour faire un réel, pour vous expliquer rapidement en fait ce que c'est, histoire de pas tomber dedans, parce qu'en plus je pense évidemment que les personnes qui sont ciblées, ce sont des personnes qui suivent des marques de mode éthique, voire des influenceurs engagés, puisque c'est un peu le genre de sujet dont je parle souvent en fait, ça m'arrive assez fréquemment finalement. De vous envoyer vers des destockages de petites marques qui ont fermé. Et je trouve ça mais tellement... Bon, de toute façon, les arnaques, hein, c'est pas le pire de l'être humain, mais presque. Parce que finalement, c'est piéger des pauvres gens. Et en plus, là, en jouant un peu sur la corde violon, c'est-à-dire on ferme, en plus dans le petit texte, ils disent que c'est l'entreprise familiale, etc. Bref, c'est vraiment jouer sur la corde sensible des gens pour leur faire dépenser de l'argent pour des produits qu'ils ne recevront jamais. Voilà. Mais bref, ce n'est pas le sujet du jour, vous l'avez certainement vu dans le titre. On va parler un petit peu de mon historique avec le végétarianisme, le véganisme, etc. Puisque c'est vrai que c'est pas un sujet que j'aborde frontalement, mais qui concerne quand même ma vie depuis 10 ans. Donc je pense que ça peut être bien de faire un petit point 10 ans après, voilà, de tout l'historique et de là où j'en suis aujourd'hui, en sachant que évidemment ce n'est pas une vidéo qui est là pour convaincre, pas du tout même, mais juste vous raconter un peu là où j'en suis, vous raconter mon parcours, vous parler toujours des nuances à apporter au discours, nuances que j'avais pas forcément il y a 10 ans. Et c'est ça, je pense, qui est peut-être intéressant avec cette vidéo, c'est que voilà, mon parcours a été jalonné de remises en question, de questionnements, etc. J'espère que ça répondra à vos questions et peut-être que ça inspirera, que ça mettra des petites graines de ci, de là, je ne sais pas. C'est pas forcément un discours qu'on entend souvent. La nuance, hein, de manière générale, dans ce monde, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Donc voilà, je me dis que ça peut peut-être... amener une petite pierre à l'édifice, on ne sait pas. En tout cas, le but c'est vraiment de passer un petit moment agréable avec vous en me maquillant. J'ai fait ma routine du matin. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse que je vous montre ce que c'est? Ça n'a pas trop changé. Attendez, je vais vous chercher les produits. On est sur la brume à la fleur d'oranger de chez Oden. Merveille absolue. On est toujours sur je sais pas trop comment il faut l'appeler celui-là. Je l'utilise en ce moment en tout cas comme un sérum. C'est l'Hydrafirm de chez Madara. Je l'adore, je vous en ai parlé dans une vidéo favori. Et le truc n'est toujours pas terminé. Ce truc est infini. Bon, même si... Je sais pas si on va arriver à voir. Voilà. On est quand même sur la fin, mais franchement, ça va faire 9 mois qu'il m'accompagne au quotidien. Ce truc est infini. Le contour des yeux ensuite de chez On the Wild Side, dont j'avais beaucoup entendu parler. J'avais vraiment hâte de le tester celui-là, et je suis finalement un petit peu déçue. Un petit peu déçue évidemment par comparaison à moi, mon préf qui reste celui de chez Olution. Celui-ci, il laisse quand même un effet un peu gras. Là, vous voyez, ça va faire, je sais pas, peut-être 30 minutes que je l'ai mis. Et il y a toujours un petit effet gras. Donc vraiment, si vous avez le contour des yeux ultra déshydraté, parce que le mien est quand même déshydraté, hein, mais s'il est vraiment ultra déshydraté, peut-être aussi avec l'âge qui avance, parce que forcément la peau a tendance à s'assécher avec le temps. Et donc si vous désespérez à trouver quelque chose qui vous suffise, peut-être que celui-ci sera bien pour vous. En tout cas, On the Wild Side, c'est vraiment une super démarche derrière, avec des plantes sauvages, etc.
Mais voilà, mon préf, ça reste celui de chez Olution. Et pour terminer, la crème de jour de chez Wamisa. Voilà, ça c'est pour ma routine de soins. Mais vraiment, cette vidéo, on en est à je ne sais pas combien de minutes depuis le début, depuis que j'ai allumé cette caméra, et je n'ai toujours pas commencé. Bon, c'est un peu le principe des vidéos informelles, hein, finalement. C'est de papoter. Voilà, et la papote, ça va où ça va. Je ne vais pas vous détailler ce que j'applique comme make-up ce matin, parce que de toute façon, c'est grosso modo, à mon avis, ce que j'appliquais dans mon dernier Chit Chat Make-up, où j'appliquais mes produits préférés. En gros, ça va pas beaucoup varier. Et j'essaye aussi, de toute façon, de vous lister les produits dans la barre d'infos si vous voulez les retrouver. Donc voilà, mais au moins, je reste focus sur mon sujet. Donc David et moi, on a commencé à s'intéresser à toutes ces questions de végétarianisme d'abord, parce qu'on est passé par cette étape-là, il y a 10 ans, il y a même un peu plus de 10 ans, quand on est parti faire du woofing à Hawaï. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois un petit peu de cette étape de notre vie qui a été vraiment bouleversante pour nous à beaucoup de niveaux, et notamment aussi pour tout ce qui va toucher au végétarianisme, puisque là, pour la première fois de notre vie, on a vécu pendant 3 mois avec des gens qui étaient végétariens. Donc ça veut dire que pendant 3 mois, on a mangé végétarien. On n'a pas mangé de viande pendant 3 mois, c'était la première fois que ça arrivait dans notre vie, et quelque part ça a ouvert une porte, c'est devenu possible. Et je crois que, je n'ai pas étudié la psychologie, mais à mon avis ça doit porter un nom, le fait voilà, de voir quelque chose, de l'expérimenter en tout cas, ça le rend possible, et donc beaucoup plus concret et facile à envisager. Et toutes ces personnes, en plus de ça, étaient engagées, donc elles étaient pas végétariennes par hasard. Et donc quand on est rentré en France, enfin plus précisément à Londres, parce qu'on n'est pas rentré en France, on est passé on a habité 8 mois à Londres après ça, ville par excellence de la cuisine végétale, hein, ça c'est évident, on avait nos habitudes de vie qui avaient un petit peu changé. C'est-à-dire qu'on n'est pas devenu végétarien totalement, mais on a commencé à manger, nos assiettes en fait se composaient différemment. On faisait plus le morceau de viande, puis l'accompagnement, comme on nous avait appris à faire 2 fois par jour. On faisait plus ça. On avait du coup expérimenté pendant 3 mois à Hawaï une forme de cuisine qui était différente, qui était bien meilleure, qui apportait des goûts qu'on connaissait pas, des façons de cuisiner qu'on connaissait pas, notamment avec l'huile de coco par exemple qu'on avait commencé à introduire dans notre cuisine. Il y a plein de petites choses comme ça. On mangeait davantage de riz, ce qu'on faisait pas trop avant. Enfin bref, on avait été confrontés à une autre façon de manger et donc on incorporait petit à petit dans nos habitudes. Et en parallèle, moi ça m'a permis de me donner l'accès à des lectures qui m'ont fait un petit peu passer le pas d'un point de vue éthique et écologique. C'est-à-dire que, ok, j'avais expérimenté ce que c'était de manger végétarien, mais maintenant je me donnais aussi des raisons de le faire, en me permettant de lire toute la littérature sur le sujet. Ce qu'avant, je faisais pas parce que tout simplement... j'avais pas envie de révolutionner ma vie à ce point-là. C'est un phénomène psychique qui est bien connu, ça s'appelle la dissonance cognitive, c'est notre cerveau en fait qui nous protège de certaines informations parce que pour nous, ce serait bien trop difficile de tout repenser maintenant à cet instant T où il y a l'information qui arrive. Donc par exemple, je sais pas, vous êtes un énorme viandard et ça fait un petit peu votre identité auprès de votre bande de potes, etc. Vous allez peut-être moins facilement aller lire des rapports, des enquêtes sur l'éthique animale, sur les dangers pour la santé de la viande rouge ou l'impact colossal sur l'écologie. Vous allez peut-être moins aller lire ça que si vous savez déjà en fait que la cuisine végétarienne, vous vous épanouissez dedans. Enfin vous voyez, ça se comprend. Il y a notamment l'affaire Campbell à l'époque que j'avais lu qui m'avait beaucoup remis les idées en place, mais d'un point de vue santé, pas éthique animale, mais où voilà, l'enquête Campbell, c'est un rassemblement de je ne sais combien d'études différentes sur l'impact de la viande sur la santé, en tout cas la trop grande consommation de viande sur la santé. Et donc ça avait été un petit tremblement de terre à l'époque, cette lecture. Cette lecture, c'est un bon gros pavé, hein, et il faut s'y tenir, parce que c'est un agglomérat d'études scientifiques, donc c'est pas forcément évident à lire, mais ça avait été vraiment révolutionnaire, vraiment le tremblement de terre, parce que finalement, tout ce qu'on nous avait appris, nos parents, mais même à l'école, notre façon de consommer, elle était
pour la première fois, remise en question, c'est-à-dire ah mais c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. On est donc devenu au fil du temps presque de manière très naturelle en fait, parce qu'une fois que tout s'aligne avec les informations que vous avez, le fait que vous vous épanouissez dans une nouvelle forme de cuisine, etc. Voilà, on est devenu, mais c'est vraiment sans à-coup, végétarien. On sait même pas dire à partir de quand exactement, voilà, c'était acté que on ne mangeait plus ni de viande ni de poisson. Et vraiment, on n'a pas de date, on ne sait pas. Mais par contre, voilà, ça s'est fait très naturellement et dans la joie en plus de ça. À l'époque, on ne parlait pas tant du facteur écologique, parce que la viande rouge a un impact colossal dans notre bilan carbone en tant qu'individu. C'est un des deux grands piliers de la consommation de carbone avec le transport, la consommation de viande. Donc vraiment, il faut le réaliser, c'est important. Mais à l'époque, il y a 10 ans, on parlait pas tant que ça du bilan carbone. Même si, bien sûr, hein, dans les sphères très engagées, on en parlait, mais disons que nous, c'est pas des arguments qui étaient arrivés jusqu'à nous à ce moment-là. Nous, les enjeux qui nous parlaient, c'était à la fois cette question de la santé et la question de l'éthique animale qu'on commençait à comprendre. Tout ce qui se passe dans les élevages intensifs, et plus que ça, en fait, juste le fait qu'on amène un animal à l'abattoir, qu'on l'élève pour le manger, etc., c'était pas quelque chose qu'on avait envie de soutenir, parce que, en fait, en parallèle, encore une fois, on s'épanouissait à fond dans une cuisine végétale. Enfin végétale, sans viande et sans poisson. Donc voilà comment ça s'est fait pour nous, et je pense que c'est vraiment très intéressant si vous avez envie, si vous en êtes à une étape de votre vie, vous avez envie de limiter un petit peu votre consommation de viande et de poisson. Je pense que cette notion de se réapproprier sa façon de cuisiner est vraiment très importante, parce qu'en fait en France on a une culture où c'est vraiment le plat, enfin la viande ou le poisson, et à côté l'accompagnement. Cette notion d'accompagnement dans la cuisine végétarienne, ça n'existe pas forcément, puisqu'on cuisine des légumes. Enfin des légumes avec des féculents, des légumineuses, plein d'épices, du lait de coco, enfin bref. C'est pas que des légumes la cuisine végétarienne. Mais je pense que c'est vraiment important de retrouver des sources d'inspiration. Donc que ce soit peut-être en achetant un livre de cuisine végétarienne, ou en suivant des personnes qui cuisinent de manière végétarienne et qui proposent des idées de recettes, etc. Je pense que c'est vraiment important en fait de reconstruire son imaginaire, parce qu'on part de très très loin dans la culture française. En fait, le changement, c'est comme toujours, hein, il faut que ça se fasse dans la joie, il faut qu'on sache pourquoi on le fait. Si on le fait uniquement en se privant, c'est-à-dire j'arrête de manger de la viande pour réduire mon impact carbone, c'est tout à fait honorable de votre part, mais c'est pas forcément un changement qui va être amené à durer, parce que il sera fait sous la contrainte et un peu dans une énergie de privation. Donc quelque part il va y avoir un manque sans cesse à combler, manque qui en plus pourra être comblé par autre chose pas forcément mieux. Donc voilà, la meilleure façon de toute façon de changer un comportement, c'est de faire qu'il soit porté par une énergie de joie au changement, d'enthousiasme, parce que franchement, croyez-moi, c'est vraiment vraiment cool la cuisine végétarienne. Et je peux vous assurer qu'au bout de 10 ans, on s'ennuie pas. Et ce qu'il faut que je précise aussi, c'est que David, c'était un grand mangeur de viande avant. Moi, j'aimais bien ça, mais ça ne nous a pas manqué. En 10 ans, ça ne nous a pas manqué, c'est pour vous dire. Et même plus que ça, aujourd'hui, moi ça me dégoûte. Je pense que, évidemment, hors question de vie ou de mort, hein, on n'en est pas là. Mais aujourd'hui, pour rien au monde, je ne remangerai un morceau de viande, vraiment. Et ensuite, au fur et à mesure que les années ont passé, donc je dirais peut-être au bout d'un an, ou un an ou deux, mais c'est vraiment toujours dans cette idée de... on est sur le chemin, donc en fait les œillères elles tombent petit à petit. C'est comme ça que c'est le plus simple en fait. Il y a des gens qui changent du jour au lendemain en révolutionnant toute leur vie comme ça, mais je pense qu'ils sont pas beaucoup, ces gens-là. Donc voilà, petit à petit, ont commencé à émerger les questions de véganisme. Donc, le véganisme, ça va englober l'alimentation, c'est de ça dont je parle depuis le départ. Donc ça inclut tous les produits animaux, pas seulement la viande et le poisson, mais aussi le fromage, les œufs, le miel, etc. Tous les produits qui finalement vont être issus à un moment ou à un autre d'un animal. Mais ça va inclure un petit peu toutes les sphères de la vie, puisqu'en fait finalement on s'aperçoit que des produits d'origine animale, il y en a un petit peu dans tout. Et notamment moi dans un sujet qui m'est cher, dans la mode.
Le cuir, la laine, la soie, c'est des matériaux qu'on retrouve très souvent dans la mode. On va retrouver de la plume aussi, mais bon, de la plume, on va en retrouver dans les matelas, on va en retrouver dans les oreillers. Bref, on s'aperçoit en fait qu'on retrouve pas mal de matières d'origine animale dans notre vie au quotidien. Et en fait, être vegan, ça veut dire qu'on fait une croix sur tous ces produits d'origine animale pour le respect de la vie animale. Donc on choisit de militer pour l'idée qu'il n'y ait pas d'être vivant sur Terre dont la fonction dans la vie, ce soit de fournir l'être humain. Voilà, de faire en sorte finalement que les animaux vivent leur petite vie dans leur coin et pas qu'ils soient au service de l'être humain. Moi, il y a 2 livres que je vous conseillerais si vous avez envie de creuser un petit peu tous ces sujets. C'est Planète Vegan de Ophélie Véron, qui était, et qui est peut-être toujours d'ailleurs une blogueuse vraiment très investie dans cette cause-là, et qui en plus de ça, je crois qu'elle travaillait à l'époque, donc maintenant elle doit avoir la thèse, sur justement l'éthique animale, en tout cas sur ces problématiques-là. Donc voilà, Planète Vegan d'Ophélie Véron qui vraiment fournit tout un tas de sujets sur tout ce qui va concerner l'univers du véganisme et qui va pour chaque matière donner des arguments qui expliquent pourquoi est-ce qu'il faudrait les éviter et comment les remplacer. Donc ça c'est plus sous forme pratique, mais sinon il y a aussi Les animaux ne sont pas comestibles de Martin Page, que j'ai conseillé à plein d'amis et de familles, que j'avais trouvé vraiment très parlant par le choix de ses mots, par la plume vraiment sensible. Enfin, moi j'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture. Donc voilà, moi c'est les 2 lectures qui m'ont particulièrement marquée à cette époque-là de ma vie, en tout cas. Et ces lectures, plus d'autres hein, évidemment, m'ont vraiment amené à cette époque-là de ma vie, donc vraiment il y a 7-8 ans, à devenir végane, mais vraiment à fond. C'est-à-dire, à cette époque-là, à la question est-ce que tu es végane, je répondais oui. Vous aurez compris que aujourd'hui, je ne réponds pas oui, je réponds oui mais. Ou alors non mais, plutôt non mais. Et à nouveau, je fais pas du prosélytisme ni dans un sens ni dans l'autre, hein. C'est juste je parle de mon expérience, de mon histoire et de comment ça s'est passé. Avec certainement mes contradictions aussi, je reste humaine, c'est comme ça. Et donc voilà, à cette période-là de ma vie, qui a quand même duré de nombreuses années, hein, je ne consommais ni cuir, ni laine, ni soie, et aucun produit d'origine animale dans ma cuisine non plus. Il y a d'ailleurs quelques articles au tout début de mon blog où j'aborde un petit peu tous ces sujets, et où je fais des sélections de produits vegan. Donc je sais qu'il y a plusieurs articles sur des sacs à main, par exemple, articles que aujourd'hui je ne valide plus. Et c'est pour ça que c'est intéressant en fait de parler de tout ce cheminement, parce que si je fais cette vidéo, c'est que j'ai reçu quelques remarques un petit peu pas très contentes, en me disant mais t'es végane ou t'es pas végane, parce que en fait je comprends pas tel ou tel discours que tu as. Et en fait ces discours que j'ai, ils sont basés sur des réflexions que j'ai, parce que mine de rien j'appuie mes choix sur des réflexions, oui moi aussi, et ce que j'ai pu défendre il y a je sais pas 5-6 ans, aujourd'hui je ne le défends plus, ou pas totalement, pas de la même façon en tout cas. Et donc parfois, dans ces remarques que je reçois qui ne sont pas toujours écrites dans la plus grande des bienveillances, eh bien, je me demande parfois si je n'ai pas affaire en face de moi à la Céline d'il y a 5-6 ans. Donc je me rappelle par quoi je suis passée, par mes réflexions, par la véhémence que j'ai pu avoir aussi, parce que c'est vraiment des sujets qui attrapent les tripes, hein, ça, quand on parle de l'éthique animale, de la souffrance animale surtout. C'est des sujets qui font réagir et qui viennent quand on lit en fait tout ce qui se passe, toutes les pratiques partout dans le monde qui infligent toutes ces souffrances aux animaux. Vous pouvez pas rester de marbre. Et je comprends en fait que le ton devienne véhément quand on commence à aborder certains sujets. Parfois la colère, elle est saine, je crois, ça permet de faire changer les choses. Sauf que, comme je suis passée par là moi aussi, je me demande de temps en temps si, dans ces remarques-là, il n'y a pas un petit peu de la Céline d'il y a 5-6 ans, donc que je comprends, que je connais très bien, mais aujourd'hui, ma réflexion, elle a avancé. Non pas que je considère que ma réflexion aujourd'hui est supérieure à la réflexion de la Céline d'il y a 5-6 ans, je fais pas une hiérarchie d'idées,
Mais dans mon cas, dans mon histoire, dans ma réflexion personnelle, c'est une idée qui est arrivée plus tard et qui s'est construite par-dessus. C'est comme ça que ça s'est fait dans ma tête en tout cas. Donc pour vous expliquer un peu comment ça se passe aujourd'hui dans ma vie, au niveau de l'alimentation, même aujourd'hui, je ne mange pas 100% vegan parce que dorénavant, quand je vais au restaurant et que par exemple je commande une pizza, je ne vais pas me contenter de la seule pizza vegan de la carte. Je vais prendre une pizza avec du fromage. Pareil, quand je vais être invitée chez des gens et qu'on me demande comment je mange, je vais dire que je suis végétarienne. Je ne vais pas demander à ce que la personne qui me reçoit fasse attention à ce qu'il n'y ait pas d'œufs, pas de fromage, etc. Et j'irai même plus loin d'ailleurs, si je suis dans un restaurant dans lequel j'ai vraiment confiance au choix des ingrédients, parce que je sais que c'est un petit restaurant local qui fait attention à son approvisionnement, etc., je vais pouvoir de temps en temps prendre un plat de moi-même avec du fromage par exemple, ou avec un œuf. Ça c'était vraiment impensable, il y a 5-6 ans. Parce que, et ça n'a pas changé, je sais pourquoi c'est important de ne pas consommer de fromage, de ne pas consommer d'œufs, quand on a une consommation végétarienne. Je sais, parce que j'ai lu tout ça, je suis riche de toutes ces connaissances, je sais en quoi c'est finalement la continuité logique d'un régime végétarien pour l'éthique animale. Parce que la production de fromage et la production d'œufs, enfin la production, c'est pas l'homme qui produit ça, hein. C'est plutôt le fait qu'on les récupère, ça engendre de la souffrance animale que moi, j'ai pas envie de soutenir. Et pourtant, vous voyez, bah voilà, je suis dans la contradiction. Et je le suis consciemment. C'est pour vous dire. Rapidement, hein, si vous vous posez la question de pourquoi est-ce que le lait implique de la souffrance animale, c'est parce que la mère du veau, par exemple, si on parle du lait de vache, elle ne va produire du lait que pour son veau. Donc c'est-à-dire que pour produire du lait, une vache a besoin de donner naissance. Donc les vaches qui sont assignées à produire du lait toute leur vie, elles sont inséminées toute leur vie à outrance, donc elles accouchent à outrance, et leurs veaux, évidemment, ben on leur prend pour les manger, puisque il faudrait pas quand même que le veau prenne tout le lait. Donc voilà pourquoi en fait c'est la continuité logique d'un régime végétarien pour éviter la souffrance animale, c'est parce que le lait en soi implique de la souffrance animale. Et alors peut-être que vous connaissez un tel ou un tel, un éleveur qui fait attention à ça, etc. Mais je veux dire, là on parle vraiment de quelques exceptions. Moi là je vous parle de 98% du lait qui est bu en France. Et pareil pour les œufs, vous vous dites, mais les poules, elles pondent, elles laissent leurs œufs n'importe où. Bah écoutez, les parents de David ont eu des poules. Et c'est là que m'est apparu le vrai problème des œufs. C'est qu'en fait, imaginez, voilà, vous avez une poule, elle pond des œufs. Le problème, c'est qu'il n'y a que les femelles poules qui pondent des œufs. Donc, que faites-vous des mâles? Et ben voilà, vous vous en débarrassez, vous les mangez. C'est comme ça que ça se passe, parce que sinon, vous pouvez pas garder les mâles avec les femelles, parce que sinon, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça se multiplie, et ça se multiplie vite, en plus de ça, les poules. Donc bon, si vous aviez besoin d'avoir ces informations-là, les voilà. Dans tous les cas, moi voilà, au bout de quelques années, et puis au bout de changements de vie qui ont changé aussi, puisqu'il y a eu le tour du monde sans avion, je pense qu'il nous a aussi pas mal confrontés à ces idées-là, parce que en fait c'est pas toujours possible dans les pays du monde qu'on traverse de faire le choix d'une nourriture 100% végétale, donc sans œufs, sans fromage, parce que il y a certaines populations finalement qui se nourrissent beaucoup de ça, dont c'est la culture, et par exemple on a traversé la Mongolie, déjà rester végétarien, ne serait-ce que végétarien en Mongolie, c'est être obligé de décevoir du monde. Enfin, nous, on n'a pas pu rester manger avec des personnes qui nous le proposaient, justement parce qu'on ne voulait pas manger le mouton qu'ils allaient faire cuire. En fait, voilà, ces contradictions, elles sont arrivées tout simplement parce que la vie faisant, on a trouvé le bon point d'équilibre pour nous, pour notre espace mental, finalement, pour manger le moins possible d'aliments d'origine animale, mais en manger parfois quand ça nous facilite la vie ou quand ça nous fait plaisir. C'est extrêmement rare. Par exemple, chez nous, David s'achète parfois un petit peu de fromage, mais c'est rare.
Et on ne cuisine jamais avec du fromage, jamais avec des œufs, sauf quand c'est les œufs des parents de David ou des grands-parents de David avec leurs poules. Voilà, il y a eu un certain relâchement à un moment donné pour se lâcher un peu de l'Est, pour se faciliter la vie. C'est aussi qu'on habite au Portugal, un pays où c'est pas forcément évident hein, de manger 100% végétal, parce qu'à nouveau c'est une culture qui est très carnée, donc on mange bien sûr 100% végétarien. Et en fait, le truc, c'est quand on me demande est-ce que tu es végane, ben, si je réfléchis, je mange à 99% vegan en fait. Dans mon quotidien, même le fromage, quand j'en mets sur la pizza, j'achète du fromage râpé vegan. Enfin, je veux dire, mais je peux pas dire que je suis végane parce que, ben voilà, il y a ce 1% de contradiction qui fait que, ben, quelque part, je marche un peu sur mes principes, sur mes valeurs, sur mon éthique, sur ce que je sais, sur mes connaissances, mais à nouveau, je pense que c'est important d'en parler parce que je pense pas être la seule en fait à avoir une vie à mener, avec un quotidien à mener, et avoir beaucoup de valeurs comme David et moi on pense avoir, c'est-à-dire beaucoup de choses finalement qui régissent un peu nos comportements. Quand on est conscient de tant de choses, comme David et moi on peut l'être, et que du coup, ben, on essaye de revoir toutes nos habitudes et nos comportements dans toutes les sphères de notre vie, forcément, on peut pas être 100% parfait. Voilà, cette idée du 100%, de la pureté finalement, je crois qu'elle n'existe pas, ou en tout cas pas à long terme. Parce que, voilà, vous m'auriez posé la question il y a 5-6 ans, je vous aurais dit évidemment. Évidemment, en fait, ce n'est pas possible de faire passer son individu, sa propre personne, devant toute cette souffrance animale. C'est des propos que j'avais et j'en étais vraiment convaincue. Et je la comprends, cette Céline d'il y a 5-6 ans. Mais voilà ce que la vie fait. C'est que la pureté, le 100%, ça n'existe pas. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez et je serais vraiment ravie de discuter de tout ça avec vous. Et dans la bienveillance, bien sûr, parce que je suis à peu près certaine que sur des sujets comme ça, y a forcément des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais aussi entre vous. Ça paraît évident, parce que c'est des sujets déjà qui nécessitent beaucoup de connaissances, donc de recherche personnelle, etc. Mais aussi qu'il faut intervenir des questions d'éthique et à nouveau de charge mentale et de comparaison, c'est-à-dire est-ce que moi ce que je fais c'est mieux que toi ou pas, ou est-ce que finalement c'est le résultat de 5 ou 6 ans de réflexion et de vie comme ça, parce que c'est ça aussi que je me dis, c'est que la Céline d'il y a 5-6 ans, elle, ça faisait 1 ou 2 ans qu'elle était végane. La Céline d'aujourd'hui, ça va faire 7-8 ans qu'elle est à 99% végane, donc quelque part elle en a fait déjà beaucoup plus. Si on va par là. Enfin, voilà, il y a toute cette question et ça me permet aussi voilà, de répondre à toutes ces remarques que je peux recevoir parce que je comprends à nouveau, je comprends ces remarques parce que j'ai été là et je considère toujours que ces remarques sont 100% valides. Comme moi par exemple, je m'astreins à ne pas prendre l'avion, sauf à nouveau un cas de vie ou de mort, parce que c'est toujours pareil, c'est parce qu'on est dans une société en Europe occidentale où c'est facile d'avoir une alimentation 100% végétale. Vous allez dans d'autres pays, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Moi, par exemple, je m'astreins à ne pas prendre l'avion parce que j'ai compris que l'impact était colossal, l'impact de l'avion. Pour autant, je sais que la majorité des gens que je côtoie, et même dans le milieu militant, engagé, etc., savent l'impact que ça représente, mais ils le prennent quand même. Mais je veux dire, on peut pas être pur, on peut pas être 100% dans tous les domaines de la vie, je crois que ce n'est pas possible. Et ça me permet, moi aussi, quelque part, de gagner en tolérance, vis-à-vis des comportements des autres, parce que peut-être que ces autres-là, ils sont 100% dans quelque chose où moi, je le suis pas. Même si on est d'accord, hein, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et il y a des actes au quotidien qui ont beaucoup plus d'impact que d'autres. Faire pipi sous la douche, être 100% là-dessus, ça vaut pas ne plus prendre l'avion ou ne plus manger de viande rouge, hein, on est d'accord. Et pour en venir ensuite au sujet de la mode, puisque quelque part c'est presque le sujet principal de cette vidéo, et en fait j'ai terminé de me maquiller depuis belle lurette. Pour en revenir sur ce sujet, c'est pareil, je m'autorise à porter de la laine, du cuir pour les chaussures et de la soie en seconde main. Ça c'est pareil, c'est une réflexion qui a mûri avec les années,
Et c'est comme ça aujourd'hui que je me trouve le plus alignée et le plus en cohérence avec mes connaissances. Les articles dont je vous parlais sur mon blog, vous pouvez toujours les retrouver, ils y sont toujours, où je faisais des sélections de sacs vegan. En fait, ces sacs-là, c'est du 100% plastique. Et même quand on parle de cuir de pomme, celui-là vraiment il me sort par les yeux, de cuir de champignons ou de cuir de je ne sais quoi, parce qu'on fait du cuir avec tout aujourd'hui, même quand on parle de ça, il y a systématiquement du synthétique à l'intérieur. Je vous ai fait un article un petit peu enquête que je vous mets dans la barre d'infos si ça vous dit, où j'analyse les compositions de tous les types de cuir qui existent, grosso modo, et ils contiennent tous du synthétique. Or voilà, si on pousse le trait plus loin, il y a beaucoup de greenwashing et de tendance en fait sur ces fameux cuirs vegan, et il faut faire extrêmement attention, ou en tout cas, ça dépend à nouveau ce qu'on a envie de prioriser, ce qui est important pour nous et ce que, avec nos connaissances, on croit vrai. Parce que moi, aujourd'hui, je crois que dans la mode, l'un des principaux soucis, c'est justement qu'il y a du plastique absolument partout. Et que ce fameux plastique, il va se retrouver dans les sols et dans les eaux pour finalement venir altérer la biodiversité, venir apporter de la souffrance animale sur le long terme. Donc moi, c'est le choix que j'ai fait, pour ma part, pour en revenir au sac, c'est de consommer des sacs en cuir de seconde main. Je vois déjà venir l'argument du « mais de seconde main, pour moi c'est la même chose ». Écoutez, pas pour moi, pas avec mes connaissances et mes croyances à nouveau, puisque je pense qu'aujourd'hui, il y a assez de sacs, mais tellement sur la planète, pour que chacun ait 2-3 sacs dans son placard. 2-3 sacs pour changer tout au long de l'année. Stop, on peut arrêter la production aujourd'hui. Il y a suffisamment de sacs qui existent sur la planète pour qu'on en ait tous 2 ou 3. Donc non, acheter de seconde main, ce n'est pas soutenir le problème. Enfin, en tout cas, si on a une consommation de seconde main qui est raisonnée et qui se base sur des besoins, évidemment. Comme d'habitude, le marché, c'est l'offre et la demande. Si vous n'achetez qu'en seconde main, les marques qui produisent des sacs en cuir, elles n'ont pas le plus-en sur leur chiffre d'affaires, pas le plus-en que vous auriez pu leur donner. Mais ça, on est d'accord à nouveau que ça ne se tient que dans un schéma où on achète de façon raisonnée, on achète moins et qu'on achète selon ses besoins. Parce que si on achète de manière frénétique de seconde main, dans ces cas-là, on fait que permettre aux personnes qui achètent neuf d'acheter plus neuf finalement. Il y a aussi le fait que quand on achète du cuir vintage, c'est du cuir d'excellente qualité, bien souvent, avec une façon super qualitative et qui va durer dans le temps. Donc en plus de ça, c'est des sacs que vous achetez qui vont vous durer toute la vie. Et est-ce que c'est pas finalement le plus responsable? Parce que les cuirs, j'en ai eu des sacs en Pignatex, qui reste selon moi d'ailleurs le cuir vegan le plus propre. Le Pignatex, le liège, etc. Oui, parce que figurez-vous, même le liège a du synthétique. Même le liège. Ce liège, il est forcément collé à une base de synthétique. Et en plus de ça, donc voilà, on parle du synthétique, mais on parle aussi de la colle. Il y a beaucoup de sujets en fait qui font que, voilà, le cuir vegan, c'est une problématique, une question. On peut être pour, on peut être contre. En fait, tout se tient, moi je trouve. Moi je comprends qu'on n'ait pas envie d'acheter du cuir de seconde main. C'est des arguments, disons, que je comprends vraiment. Ce n'est pas ceux auxquels je suis arrivée aujourd'hui. Mais je les comprends. Même constat, en fait, pour la laine, il n'y a rien aujourd'hui qui permette de chauffer autant que de la laine. Ça n'existe pas, une matière comme la laine naturelle, évidemment, parce qu'on trouve des tricots de coton bio, on trouve des tricots de lin, mais ça ne réchauffe pas autant que de la laine. Vraiment, non, ça sert à rien de chercher, ça n'existe pas. À part si on commence à mettre des sous-couches synthétique par exemple. Et donc vous connaissez mon avis sur le synthétique dans le textile, il vaut mieux l'éviter le plus possible, et si ça passe par acheter un pull en laine de seconde main, voilà, moi à nouveau, 7-8 ans après, c'est à ça que j'en suis arrivée. Je pense, pour moi, dans ma vie, dans mon quotidien, que c'est la meilleure solution possible. Et sur ce sujet d'ailleurs de la laine que beaucoup ne comprennent pas, parce que finalement la laine, le mouton, ça lui apporte une aide, en fait, qu'on lui enlève la laine. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la quasi-totalité des cas en France,
il n'y a pas d'élevage de moutons pour leur laine. On les élève pour les manger, c'est 98% du chiffre d'affaires des éleveurs, c'est pour la viande, et ensuite, ben voilà, comme ils ont de la laine, ils peuvent ou pas l'exploiter. Et ce ou pas est important aussi dans toute cette équation de la laine, parce que j'ai été amenée durant voilà, ces 7-8 années à discuter beaucoup avec des producteurs de laine ou pas forcément des producteurs, mais des personnes en tout cas qui se trouvent sur la chaîne de production, sur la filière laine française. Et ça aussi, c'est une véritable question finalement. C'est que nos éleveurs français, ils doivent tondre leurs moutons, donc ils élèvent pour la viande, hein, je le répète, mais leur laine, bien souvent, ils doivent la jeter. C'est pas une matière qui est valorisée parce que toute la laine est importée de Chine ou d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a beaucoup d'élevage là-bas. Donc c'est une matière qui est noble, qui vient d'un animal, c'est une matière extraordinaire, la laine, qui est locale, et qui n'est pas exploitée, qui est jetée, qui est vraiment jetée. Donc ça aussi, ça me fait poser question, parce que quand on est comme moi et qu'on ne soutient pas de marques qui exploitent de la laine française, ça veut dire qu'on continue à permettre ça, qu'on continue aussi au marché d'être complètement saturé par de la laine étrangère, avec d'ailleurs des conditions d'élevage qui sont bien souvent bien moins encadrées qu'en France. Mais pour autant, voilà, moi je choisis de ne pas consommer de la laine neuve, à nouveau, voilà, c'est avec mes réflexions, je choisis de ne pas le faire, parce que je ne souhaite pas soutenir l'élevage, tout simplement. Mais vous voyez, j'ai un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que je comprends, je reçois les arguments qu'on m'envoie en face. Des arguments de personnes qui ont d'autres vécus, d'autres croyances, d'autres connaissances, et même d'ailleurs d'autres personnalités. C'est-à-dire que même avec le même niveau de connaissances, on peut arriver à des conclusions différentes en fonction de qui on est, je suppose. Tout ça pour dire que à la question « est-ce que je suis végane ?» Voilà pourquoi je réponds non mais. C'est parce que à une époque de ma vie, j'ai répondu oui, et que la vie faisant, les connaissances et les prises de conscience arrivant aussi, parce que je pense qu'il y a 7-8 ans, je n'avais pas cette connaissance du synthétique. Je pense que ça n'entrait pas en fait dans mon équation, et que depuis, voilà, c'est arrivé et ça a considérablement changé mes choix. Mais voilà, avec toutes ces réflexions-là, aujourd'hui je réponds non, parce que voilà, non, il y aura toujours quelque chose à redire, je ne suis pas 100% végane. Et cette pureté militante, moi je la trouve un peu déconcertante et désarmante, même si à nouveau, j'en ai parlé, je la comprends, mais je ne pense pas qu'elle soit utile, parce que je pense qu'il vaut mieux qu'on soit beaucoup, des millions à faire 90%, plutôt que 100 à faire du 100%, quoi. Donc attention peut-être à ce que vous pouvez dire, à ce que vous pouvez penser aussi de la démarche des autres. Essayons, et moi la première, hein, d'être plus tolérant sur le parcours, le chemin des autres, même si on est d'accord que certains méritent quand même d'être un petit peu, qu'on leur secoue un peu le prunier. Mais je veux dire, ne nous en prenons pas aux gens qui pensent comme nous, qui sont déjà dans le même camp, qui ont déjà les connaissances et qui, juste par leur parcours de vie, font que ils font les choses comme ça, et c'est juste qu'ils sont pas à 100%, quoi. Vous voyez, cette jauge, c'est hyper important en fait de comprendre ça. Ne nous en prenons pas aux gens qui sont dans le même camp que nous, vraiment. On est là pour se soutenir, pour se serrer les coudes et pour se comprendre, pour savoir que on forme un monde où tout le monde ne pense pas comme nous, et c'est normal. Moi, cela dit, j'aimerais bien que la base de tout, de ce monde-là, où personne ne pense la même chose, qu'il y ait quand même certaines bases morales qui soient validées par tous, la justice, la tolérance, l'amour, le bien collectif avant le bien personnel, enfin en fait des choses qui paraissent un peu de base et de contes de fées, mais qui pour moi pourtant devraient constituer la base du monde, quoi. Donc ok pour qu'on soit pas d'accord, ok pour qu'on s'écharpe un peu parfois sur des questions qui nous tiennent vraiment à cœur, à nouveau, ou qui nous mettent en colère, mais en tout cas que tout le monde de base partent sur ces principes-là, ces principes de faisons en sorte que personne ne souffre, quoi, le plus possible en tout cas. Parce qu'on pourra évidemment toujours aussi reprocher à un vegan 100%, qui va aller le revendiquer ou aller taper sur ceux qui font un petit peu moins bien, de prendre l'avion, et donc de massacrer son bilan carbone, et qui sont évidemment les premiers êtres vivants qui vont être impactés par le dérèglement climatique, les animaux. Enfin je veux dire, vous voyez, en fait tout est dans le même cercle, tout doit être pris
en compte en fait quand on réfléchit sur tous ces sujets. Rien n'est à prendre à part et tout doit être considéré ensemble. Bref, vous voyez, à nouveau, c'est tout un tas de nuances, de réflexions et de tolérance à avoir. J'espère que cette petite vidéo papote vous aura plu. Moi, ça fait vraiment 1000 ans que j'ai terminé de me maquiller. Ça ne va pas du tout, le timing de cette vidéo est vraiment pourri. N'hésitez pas, en tout cas dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Évidemment, hein, toujours dans la bienveillance et sympathique entre vous. Peut-être que certains se seront reconnus aussi dans mon parcours, dans mes réflexions. Et j'adore quand vous me dites que j'ai réussi à mettre des mots sur là où vous en êtes ou sur ce que vous pensez. Je sais pas, moi ça me permet de savoir que je suis pas toute seule en fait à penser de cette façon, et ça me fait plaisir aussi, même si, je le rappelle, j'aime bien aussi les gens qui pensent différemment. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo si elle vous a permis de passer un moment agréable en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.